Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Et donc une vie de rôliste, j'ai le goût un peu à la volée de vous parler un peu de quoi mon approche pour le parascolaire. Écoute, c'est sûr c'est une grosse portion de mon jeu de rôle ces temps-ci, en dehors de Uncharted Worlds, en dehors aussi de potentiellement autre chose là, qui est un peu en stand-by, là, on verra si ça débloque. C'est ça, puis en fait, j'ai réfléchi, hein. Je veux dire, ça fait comme 4e année que vraiment intensément, je fais du parascolaire. Premièrement, cette année, tu sais, je suis pas à essayer d'être à la recherche d'un système approprié, donc j'ai pas eu à réapprendre un système, à me replonger dedans tant que ça. Je prends de quoi que j'ai utilisé intensément l'an dernier. J'ai parlé de toutes mes zénitudes, en fait. Puis en plus, ben écoute, le parascolaire a comme parti, en guillemets, plus tard que d'habitude. Tu sais, dans le fond, à l'école, ben je pense toutes les écoles secondaires du Québec, j'ai l'impression que leurs activités parascolaires sont parties plus tard. C'est normalement, là, si je compare aux autres années, je suis comme 2 semaines plus tard. C'est bien correct. Ça m'a permis de penser à mon affaire, de finir mes trucs de draconiste sans être rushé. Ça, je vous en ai parlé. Maintenant, je vous ai montré mon sac, si vous avez écouté la vidéo d'hier, que je vais amener en parascolaire. Maintenant, au-delà de mon sac, quelles sont ma réflexion, mon approche pour cette année, pour certains éléments, de quelle façon je vais essayer d'approcher ça? Il y a 4 grandes choses sur lesquelles je vais considérer, ou du moins travailler dessus. La magie, je le dis pour m'en rappeler, la longueur de campagne, le type d'aventure qu'on va faire, le gap de niveau et le délire des joueurs. Peut-être que je n'irai pas dans cet ordre-là. Je vais commencer par la magie quand même. Alors, la magie. Plusieurs affaires à dire, sa magie de chronique. Écoute, premièrement, il faut vraiment que je trouve une façon de digérer la pilule de ça prend plus d'objets magiques. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent à quel point que l'abondance d'objets magiques me dérange. Tu sais, je veux dire, là, c'est pour ça qu'il y a des affaires comme Forgotten Realms, ça me plaît pas. Tu sais, commander une bière pour recevoir une potion de grandissement à la place, ça me le dit pas. Les objets magiques dans les fictions qui m'animent sont mérités, ça prend du temps à savoir, on travaille fort. Tu sais, Stormbringer, tu sais, écoute, un exemple, dans la quête de l'oiseau du temps, il n'y a pas beaucoup d'objets magiques. Dans Elric Stormbringer, dans Le Seigneur des Anneaux, dans Willow, la magie, elle est présente, mais elle est comme méritée, elle est spéciale, tout ça. Je ne peux pas revenir sur le discours que j'ai déjà eu là-dessus. Sauf que les jeux qui ont une mathématique à la donjon, comme Chronique oubliée, ont besoin d'objets magiques. Ça aide. Ce qui fait qu'il faut vraiment que j'en mette de plus en plus. Bon, premièrement, plusieurs petites affaires à dire. La première est le fameux magasin d'objets magiques dont j'ai parlé il y a quelques vidéos ambulants. Je pense que ça le fait. Je l'ai testé 1 ou 2 fois, puis je trouvais ça plaisant. Je pense que les joueurs vont aimer ça de le voir arriver et faire commerce avec ce magasin-là qui a ses propres conditions, sa façon de marcher. Fait que c'est pas une boutique dans la rue, c'est une boutique ambulante. Ce qui, je pense que, garde, tant qu'à être magique, on va l'être à fond. C'est pas juste un fabricant de chandelles dans la rue, c'est ça. Au moins pour moi, ça me permet de mieux contrôler l'achat d'objets magiques qui va être un aspect maintenant. L'autre affaire, c'est d'essayer d'en mettre un peu plus. Ouais, surtout les objets spéciaux. Les objets spéciaux, c'est super cool. L'affaire qui arrive, c'est qu'étant donné qu'on a des petites séances à chaque semaine, je veux dire, avant qu'arrive un objet spécial, ça peut prendre quelques séances et le prochain encore. T'sais. Ce qui fait que, à moins de mettre un trésor dans lequel il y a le nombre exact d'objets magiques versus le nombre de joueurs, puis ça fait arranger avec le gars des vues, ben c'est ça. Si narrativement, je veux qu'il soit bien introduit, ben ça fait que c'est long. Faut que j'essaie d'être plus rapide. Bon, OK, on s'entend le coffre d'objets magiques avec exactement le nombre d'objets magiques que le nombre de personnages. Ça fait cheesy, mais en même temps, les joueurs s'en plaindront pas. Là, la partie narrative du nanan, ils s'en tapent un peu. Ce qu'ils veulent, c'est de la bébelle. En même temps, je peux me le permettre. Il y a ça. Il y a aussi
c'est Sébastien Pelletier qui a parlé de ça dans de ses vidéos. Il parlait de Running the Game de Matt Colville, puis un de ses trucs, c'était de donner un objet magique super cool en partant. Tu pars niveau 1, puis dans ton équipement, tu as un objet magique super cool. Je vais l'adopter, ça. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ça pourrait même être un objet magique vraiment spécial. J'ai pensé à de quoi, je ne sais pas si je vais le mettre en pratique. C'est-à-dire que l'objet magique te développe une voix supplémentaire que tu n'as pas dans ton profil. Ça peut être une voix prestige, en fait, que tu aurais déjà. La seule affaire que je me pose comme question de même, un peu spontanément, c'est de quelle façon l'objet va évoluer, parce que je ne veux pas nécessairement que le joueur dépense des points sur cette voie-là. S'il perd l'objet, il perd les capacités qui viennent avec. Il faudrait peut-être que l'objet ait comme un peu un but. Il a été fabriqué pour, et quand il atteint ce but-là, bon, il est capable d'être un peu mieux. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Je verrai. Aussi, qu'il y ait un peu plus de parchemin magique pour les magiciens. Je dirais qu'une des affaires de Chronique oubliée, mettons parmi les bémols de ce jeu-là, je dirais que le fait que la magie manque un peu de variété. T'sais, quand tu prends un profil vanille, puis tu prends un règle vanille, dans le fond, tu as des affaires super cool quand tu es magicien, là. Mais tu as autant de sorts que le guerrier a de capacité pour se battre. Ce qui marque, ça fait pas de chicane, là, mais tes sorts sont comme des super pouvoirs, c'est ça. Fait que, dans le fond, si on veut un peu le fil à la donjon de variété, là, j'ai fait imprimer le grimoire à part, c'est tiré du compagnon. Et là, il va y avoir des parchemins, les joueurs vont pouvoir peut-être vouloir, les magiciens vont peut-être désirer recevoir un grimoire pour transférer des sorts et leur permettre de, comme tirer de la magie, là, un peu plus, avoir un peu plus de variété dans leur sort magique. Surtout que j'utilise des points de mana, fait que, dans le fond, ça permet de stratégiquement choisir ce que tu vas faire. Il y a ça, c'est ça, d'essayer de faire en sorte que la magie soit plus présente, plus disponible. Parce que les joueurs aiment ça, évidemment. On aime ça, c'est juste que moi, c'est ça, narrativement, faut que la pilule la passe. Je vous ai tout dit à quoi je me référais quand je veux jouer du jeu de rôle. Puis c'est ça. Mais reste que mathématiquement, le jeu l'entend. Par contre, si les joueurs en ont, l'adversité va en avoir autant aussi. Dans le fond, je me retenais d'en donner à l'adversité aussi. Je donnais quelques affaires hot, mais là, si c'est pour avoir de la micro-magie partout, croyez-moi que ça va arriver. J'ai déjà commencé. J'ai fait une game de Donjon 5. Ça va sortir dans un village de drôle jeunesse en fin de semaine. Parmi mes quelques dernières games que je veux compléter. Puis, ils sont allés d'une place, une ville super magique, puis ils ont fait des conneries. La police là-bas, ils ont comme des baguettes de old person. Fait que quand tu as 5 polices sur toi qui te font de old person, clairement, tu finis paralysé. C'est comme un taser gun, pas douloureux. Bon, OK. Ça, c'était pour la magie. Maintenant, j'ai parlé... Ah oui, le gap de niveau. Ce qui n'est pas un problème, c'est pas nouveau pour moi, c'est pas une nouvelle approche, c'est juste que, je vais vraiment... je sais qu'il y a des joueurs de donjon dans la gang. Un, entre autres, je sais qu'il revient cette année, puis non, on peut pas être trop de niveaux différents. On ressort pas tous des personnages premier niveau, mais il y en a d'autres dans la gang qui disent non, je veux garder mon personnage. Peut-être pas ça la pensée de même. C'est sûr qu'il y a une mentalité très dungeonesque, surtout, depuis les dernières éditions, que tu essaies de faire un groupe qui est à peu près homogène au niveau des niveaux. J'avoue que c'est un peu comme pour faciliter la vie aux meneurs de jeu de calculer des rencontres qui sont justes pour tout le monde. Mais moi, je pense que René Coublier ne l'empêche pas. Je peux avoir un personnage de 10e niveau, premier niveau. Moi, j'ai pas mon dire que, dans nos fictions qu'on aime, évidemment, le jeu de rôle, c'est pas les fictions qu'on aime, mais il y a moyen de reproduire ça un peu. Puis ça, c'est le même exemple que je sors tout le temps. Luke Skywalker, Obi-Wan, ils ont fait la même aventure. Ils ont eu du fun. Frodon et Gandalf, ils ont eu du fun. Je veux dire, l'inconnu et Bragon dans la quête de l'oiseau du temps, ils ont eu du fun, ils ont eu la même aventure. Je veux dire, Boba Fett puis Gardakan. Regarde, on peut tous les mettre dans la même aventure. On peut tous... C'est ça qui arrive. C'est toujours une affaire d'approche. Premièrement, qu'est-ce qui est cool à Chronique oubliée, mettons, comparé, de donjon? Ce qui permet ça plus facilement, je dirais, c'est le fait que même si tu es super haut niveau, tes capacités que tu as débloquées ne suivent pas ton niveau de personnage. Elles sont en lien avec les niveaux de capacité. Les niveaux de capacité s'arrêtent à 5. Il y a des voies, des fois, qui deviennent meilleures quand tu prends tous les niveaux de capacité de cette voie-là. Mais quand tu es rendu niveau 5, tu as topé ton affaire. Fait que si tu t'es dépêché, en te rendant au niveau 5 de ton personnage, à topper une de tes voies jusqu'à la 5e niveau de capacité, tu as le maximum que cette capacité-là peut faire.
Puis même si tu es rendu 17e niveau, dans cette voie-là, tes capacités vont fonctionner de la même façon. C'est en fait ce qui rend ton personnage plus fort rendu bien haut niveau. C'est juste que tu as plus de choix, tu as plus de tasses dans ta manche. Ce qui va aussi différencier ton personnage, il est meilleur en attaque, plus de points de vie. C'est à peu près tout, sérieusement. Il n'y a pas plus de points de chance, il n'y aura pas plus de points de récupération. Fait que, tu sais, en tant que tel, c'est plus facile de mettre des personnages de premier niveau. L'autre affaire aussi, une règle maison, je ne sais pas, je l'ai dit dans ma très longue vidéo de règle maison, c'est une règle que j'ai commencé l'année passée, que je vais mettre de l'avant, c'est que les personnages de plus haut niveau peuvent donner des points de chance aux personnages qui sont plus bas niveau. Stratégiquement, c'est une façon de dire Anakin drop! C'est comme dans l'épisode 1 quand Qui-Gon dit à Anakin de se coucher quand Darth Maul passe en speeder. C'est un peu le mentorat. OK, ils peuvent pas faire ça sur des personnages de niveau égal et plus. Ils n'ont rien à montrer à leur père ou à ceux qui sont meilleurs qu'eux autres. Mais aux plus jeunes, ils peuvent faire ça. Même que ça a été utilisé, je trouve ça très pratique. Ce qui fait que ça permet au plus bas niveau de s'en sortir un peu plus. Tu sais, c'est ça. L'autre affaire, la façon de monter les niveaux. En tout cas, en parascolaire, je ne sais pas en personne, tu sais, dans une game plus normale, comment je ferais ça, mais en parascolaire, c'est facile à calculer. Dans le fond, il faut que tu joues un nombre égal. Pour monter au prochain niveau, tu joues un nombre égal de séances égal au prochain niveau qui s'en vient. T'es 4e niveau, il faut que tu fasses 5 games en tant que 4e niveau pour te rendre au 5e. Et voilà. Fait que tu sais, les premiers niveaux sont assez rapidement atteints, tandis que ceux qui sont au haut niveau sont être vraiment plus longs. J'en ai des personnages de niveau 10 qui vont vouloir jouer leur personnage. Et j'en ai des personnages de niveau 1 qui vont embarquer avec eux autres. À la fin de l'année, j'ai pas fait le calcul, mais d'après moi, les niveaux 10 vont être rendus niveau 12. Puis ceux qui étaient niveau 1 vont être niveau 7. Fait que tu sais, le gap va être vraiment plus petit, donc ils vont jouer un peu plus dans les mêmes ligues. Ça simule le Luke Skywalker d'épisode 4, 5, 6. Au début, c'est un fermier qui ramasse de l'eau. À la fin, il fait tomber l'Empire parce qu'il a progressé entre-temps. C'est ça. Et l'autre affaire, ben c'est sûr que dans les rencontres, surtout dans les combats, là, parce que, tu sais, quand tu fais des tests de compétences, tu sais, même si tu as un gros cap de niveau, il n'y a pas tant de différence de bonus, tu sais. Un peu comme les bonus de maîtrise à 5e, tu sais. C'est pas comme la 3e édition, justement, où, tu sais, exponentiellement, tu vas avoir plus 32 de caché au 3e niveau, là. C'est pas tout à fait, c'est ça. Bon. Mais c'est ça. Mais pas juste ça, c'est que dans un combat, c'est sûr que, OK, peut-être que le niveau 10, on va se mettre dans des situations où il va pogner des bébites, tu sais, un peu de son rang, qui pourrait manger d'un coup les premiers niveaux. Mais en même temps, on s'entend-tu que quand tu sais, même les personnages joueurs, c'est la même affaire. Quand tu arrives dans un combat, qu'il y a un boss et ses minions, les joueurs visent le boss, mais c'est la même affaire pour les méchants. Là. Ils vont voir le super chevalier arriver 10e niveau. Clairement, ça va être sa cible principale, parce qu'ils connaissent pas les autres de premier niveau. Ils ont à se faire leur idée, hein, Fait que voilà. Fait qu'ils vont pouvoir participer au combat, puis tu sais, taper sur des minions, puis avoir de l'air important tout le temps. Et au final, j'aime ça, partir des personnages premier niveau. Je sais qu'il y en a qui sont plus genre, il faudrait qu'il y ait déjà un héros. Non, regarde, filer ta progression, là. Rends-toi là, sérieux, tes histoires vont être bien meilleures. OK, ça c'était l'axe du gap de niveau. Les délires des joueurs. D'être un peu plus à l'écoute. C'est un peu l'art de dire oui. J'avoue que je fais souvent des arbitrages très justes et à la limite sévères. Je devrais être un peu plus à l'écoute des délires des joueurs parce qu'il y en a. De leur laisser essayer de faire des stunts et d'essayer de réussir. Mais tout ça, il faudrait que, à contrebalan, qu'il y ait un coût à ça. Qu'il y ait de quoi, des conséquences ou OK, qu'il y ait des conséquences réelles. Mon affaire, si vous avez vu ma vidéo d'hier, il y avait comme mon espèce de coupe tête de mort que je mettais des points de chance dedans. Je pourrais leur dire, OK, tu veux faire ta niaiserie, parfait, mais moi, je mets un jeton dedans. T'sais. Je me donne, moi aussi, le droit d'aller au-delà des délires et me donner des bonus de fou. T'sais. Il y a moyen d'acheter peut-être ce genre d'affaires-là. Mais encore là, il faut que ça soit vraisemblable. L'exemple qui me vient en tête, c'est le personnage l'an passé qui a voulu défoncer un château à coups de poing. Mais t'es pas Hulk. Je veux dire, t'es dans un monde médiéval fantastique. Va voir Willow, il n'y a personne qui fait ça, là, à moins que ce soit un géant. T'sais. Fait que, j'ai donné une chance parce que son personnage, techniquement, j'ai donné le. Déjà, il devrait être content. C'est un joueur qui jouait avec moi depuis longtemps. Là. Il était bien déçu à la fin, mais on s'entend, là.
il me connaissait assez pour dire que si je te donnais l'occasion de mettre un target number, là, une difficulté à battre, c'est que quelque part, je t'ouvrais une porte. Ça a été dur, ça a été ardu, mais il me semble narrativement, c'était tu vas défoncer un mur avec tes points, tu vas y arriver. Il n'est pas arrivé, il a roulé des 1, puis ça, le joueur a fait la baboune, puis il revient plus. Ben, regarde, whatever. Moi, je pense que j'ai fait un bon arbitrage. Rendu là, c'est le problème du joueur. Mais tu sais, c'est pas un jeu de super-héros. Si vous voulez vraiment jouer du super-héros, je vais leur poser la question. Gars, je vais amener Face Rip, puis let's go. On va en pitcher des autobus, là. Mais tu sais, sinon, c'est ça. Mais quand même, il faut quand même que je sois à l'écoute des délires. Des fois, il y a des délires qui peuvent être bien corrects, là, tu sais. Why not, tu sais. Surtout que là, je suivrai pas un module. Tu sais, je vais faire la technique One Page Dungeon. Fait que ça peut carrément dégénérer. On s'entend, j'en écoutais des délires. Il y a des cascades de genre, je saute d'en haut de la falaise, sauter sur le dos de la bête. Pourquoi pas? Fais-moi un test fais-moi un test de force pour comme savoir à quel point tu absorbes le choc. OK, fais ton attaque avec avantage. Puis go, tu sais. J'étais déjà là. Dernière affaire, c'est au niveau de la campagne. Les 2 dernières années, c'était des campagnes. Il y avait un but ultime et les péripéties entre ça. OK. Les joueurs qui sont très assidus aiment bien ça. OK? Faut pas que je perde ça de vue. C'est important d'en avoir de ça. Mais le problème, c'est plus qu'il y a des joueurs un peu plus drop-in, un peu moins assidus. Ça fait partie. Quand tu travailles dans une école secondaire, tu peux pas te fier sur tout le monde. Du monde un peu moins fiable dans le grain. Puis ces joueurs-là, quand ils droppaient, des fois, c'était difficile de les mettre en contexte. Ils partaient de loin, ils partaient dans une aventure qui était comme... il y avait beaucoup de choses qui se racontaient autour de ça, là. Mais beaucoup, là. Fait que là... je vais faire plus des one-page dungeons, mais quand même relier ça avec un problème principal. Mais c'est des one-page dungeons. Je trouve que les one-page dungeons, ça fait un job. T'as les images, t'as le contexte, t'as tout. C'est très moment présent. Et souvent, les joueurs, ce qu'ils veulent, c'est vivre le moment présent, d'essayer de faire des niaiseries, puis pour pouvoir raconter ça à leurs amis, t'sais. Fait que ça va être plus une série de one-page dungeon ou quelque chose du genre. Tout dépendant, là, je fais de lazy DM, ça se peut que j'ai des meilleures idées, mais tu sais, je vais essayer tout ça pour dire que ça va être essayer de faire des trucs qui se résolvent en 1, 2, 3 séances. Ben, une, ça va être difficile, là, je dirais 2 ou 3 séances, puis on a closé un petit épisode. Ça va être des petits épisodes. Je vais essayer de faire ça. Tout dépendant. Je ne sais pas à quelle direction ça va prendre, ça. Ça se peut que ça soit surprenant. Mais bref, c'est un peu les angles que je vais considérer pour faire parascolaire. Évidemment, le fruit de tout ça va être raconté dans mes bilans jeux de rôle jeunesse. Peut-être que je me plante royalement. Mais c'est ça. Puis en même temps, aussi, dernière affaire, dernier angle, c'est sûr que, puis tu sais, une des affaires que je veux mettre en relief, que je veux leur apprendre, c'est de montrer que ce jeu est en fait Donjons et Dragons. C'est juste une version de Donjons et Dragons, puis que moi, j'amène des règles maison, puis c'est ça, puis de leur montrer à quel point tu peux créer des règles, des arbitrages, tu peux créer des situations, puis que c'est ça, que le jeu Donjons et Dragons est beaucoup plus flexible et offre beaucoup de flexibilité si tu te laisses aller, tu te fais confiance sur la façon d'arbitrer ça, puis d'essayer de rendre le jeu excitant, intéressant à ta sauce. Mais c'est ça. J'en ai assez dit, 18 minutes, ben trop long. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir!